Bonjour à toutes et à tous. Alors, ravie d'être présent avec vous aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Anastasia Roch. Donc, je travaille pour l'IFV et pour le CNIV, donc les interprofessions françaises viticoles. Et j'ai l'honneur d'être chargée de l'animation du plan dépérissement au niveau national. Donc, le but aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va faire une présentation à deux voix. C'est pas de vous faire une présentation forcément exhaustive de l'ensemble de ce plan, mais c'est de revenir sur certains constats qu'on a vus au départ et qui se vérifient encore aujourd'hui, mais surtout mettre ce plan au regard de vos enjeux régionaux en termes qui ont été présentés tout à l'heure, notamment par rapport au changement climatique ou d'autres enjeux spécifiques à vos vignobles. Donc pour faire un petit point de constat, pour un petit peu me mettre en exergue pourquoi ce plan dépérissement et en quoi il a été mis en place, donc initiative des interprofessions françaises. Pour rappel, aujourd'hui, le plan est financé en partie égale par l'État et par la profession viticole française. Donc un constat en 2015 d'un dépérissement généralisé, donc une menace généralisée. Ça se traduit par une baisse pluriannuelle, donc comme on le voit, c'est 5% du vignoble qui disparaît chaque année. Une perte de rendement qui a été caractérisée d'environ 4,6 hectolitres par hectare et par an, donc quelque chose qui n'est pas négligeable, et un constat aussi de plus de 10% de cèpes improductifs, et enfin une surface de vigne mère de greffon qui disparaît avec plus de pratiquement un quart de cette surface-là qui a disparu dans les 10 dernières années. Donc voici les constats de départ qui, sur ces constats-là constatés en 2015, ont permis de mettre en place dès 2016 ce plan dépérissement. Donc on s'aperçoit aujourd'hui quand même que c'est un constat toujours d'actualité, donc on n'est pas sur les mêmes constats que départ, hein. On a fait des chiffres, on constate toujours que la production en 20 ans a diminué, quand on regarde un peu plus loin, de 9 hectolitres par hectare, avec des nouvelles maladies émergentes qui n'étaient pas là auparavant, qu'on constate aujourd'hui, notamment le GPGV, avec une cartographie nationale aujourd'hui où il y a plus de 65% des échantillons prélevés qui sont positifs au GPGV, donc c'est quelque chose qui est assez généralisé en France, qu'on n'avait pas auparavant. Et puis une menace de Xylella fastidiosa de plus en plus prédominante sur le vignoble, un vignoble infecté aussi par la flavescence dorée, donc vous le savez, mais aujourd'hui on a des vignobles comme l'Alsace et la Champagne qui, il y a 2 ans, étaient indemnes de flavescence dorée et qui ont vu pour la Champagne, il y a 2 ans, les premiers pieds infectés de flavescence dorée, et pour l'Alsace cette année. Donc c'est quelque chose qu'on constate et qui se généralise malheureusement à toute la France. Pareil, des constats au niveau du Cournois, donc 2 tiers du vignoble français infesté par le Cournois aujourd'hui. Donc on le verra plus tard, mais on a des programmes qui permettent de chercher pourquoi on a ces constats-là et quelles seraient les solutions pour les mettre en place. Donc qu'est-ce qu'a voulu mettre en place le plan dépérissement face à ces constats qui se généralisent et qui malheureusement sont une vraie menace pour nos vignobles? C'est d'avoir plutôt une approche multifactorielle. La nécessité de cette approche afin de mieux connaître les maladies et de les regarder d'un regard assez nouveau et de façon assez globale, et non pas s'attarder sur une maladie, une solution, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus global et multifactoriel. Donc avec deux objectifs en exergue. Un objectif sur le rendement, donc comment faire en sorte que les vignes permettent d'avoir un rendement qui se stabilise et voire qui augmente. Et puis de l'autre côté, on constate aussi une perte de longévité, donc des cèpes de vigne. Comment on peut aussi freiner cette baisse de longévité des cèpes. Donc voilà, c'est vraiment une approche multifactorielle. 4 familles de facteurs qui ont été mis en exergue. Donc on constate 72 facteurs responsables du dépérissement, classés en 4 familles, comme je vous le disais. Une famille au niveau des agressions biologiques. Donc là, on peut mettre tous les maladies, champignons, viroses, phytoplasmes. Une partie au niveau stress environnemental qui, au moment du lancement du plan, n'étaient pas forcément les facteurs les plus prépondérants, mais on s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement, ça devient les facteurs les plus préoccupants. On l'a vu auparavant avec les présentations qui ont été faites. Donc dans les stress environnementaux, mais forcément la sécheresse, les coups de chaleur, les aléas de gel, de grêle, etc. Une partie au niveau des pratiques culturales, donc comment améliorer ces pratiques, quelles sont les pratiques qui favorisent un vignoble beaucoup plus résilient face au dépérissement.
Et une dernière catégorie, donc tout ce qui est environnement socio-technique, comment on améliore l'environnement, donc ce qui peut être, on le verra tout à l'heure, les plans de vigne, le cahier des charges, les démarches de qualité, comment ça s'intègre aussi dans le cadre de ce plan pour gagner en rendement, mais aussi en longévité. Donc agir aussi sur l'ensemble du cep, hein, on part des feuilles, des racines, du sol aussi. On a essayé de mettre en place des programmes de recherche qui vont du sol jusqu'à la partie aérienne des ceps de vigne. Quelques dates clés pour revenir sur des événements marquants de ce plan dépérissement. Donc je vais passer assez vite sur ces dates clés parce Christelle reviendra tout à l'heure sur des dates plus marquantes au niveau régional. Donc plusieurs programmes de recherche avec des appels à projets diversifiés, mais qui avaient comme objectif de prendre en compte l'ensemble de ces multiples facteurs qui menaçaient le vignoble. Donc depuis 2017, c'est 3 appels à projets qui ont été lancés. Un nouveau qui a été lancé en 2020, je le détaillerai un peu plus tard. Et puis, au milieu de ces appels à projets, on a aussi des engagements avec la pépinière viticole, donc avec ces engagements de plans de qualité, des sécurisation de la production en pépinière. Ça a été mis en exergue par la création de la marque Vitipeps, que j'espère vous connaissez tous et vous demandez à vos pépiniéristes. On a aussi plusieurs outils qui ont été mis à la disposition des vignerons. Je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure pour les illustrer. Donc des outils de la web formation qui permet de mieux connaître les symptômes de dépérissement, mais aussi toutes ces pratiques un peu résilientes et les bonnes pratiques pour combattre ces dépérissements. Et on a aussi en parallèle de ça mis en place un observatoire donc national des dépérissements du vignoble. Donc toutes les observations remontent dans cet observatoire pour permettre de gérer ou d'anticiper de futures crises sanitaires sur notre vignoble. Donc rapidement, je vous parlais d'une communauté de recherche qui a été mobilisée. Ce plan dépérissement, une partie importante des fonds ont été mobilisés pour aller chercher des chercheurs qui habituellement ou initialement travaillaient pas forcément sur la vigne ou sur les dépérissements. Donc on a été chercher des chercheurs qui travaillent sur la forêt, sur d'autres cultures que la vigne, pour avoir un œil extérieur aussi sur nos problématiques viticoles. Donc 4 axes ont été dégagés pour mettre des programmes de recherche en avant. Donc un axe sur, comme je l'ai dit plus précédemment, sur le rendement et la longévité. Un autre sur l'écosystème racinaire, puisque cette composante de plan de sol, on n'avait pas forcément beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc ça a été dégagé comme un axe prioritaire par le conseil scientifique du plan dépérissement. Une prévention et de la maîtrise des risques biologiques, ça se comprend, c'est la base des dépérissements aujourd'hui. Une maîtrise de la fabrication du plan de vigne, comment aider les pépiniéristes à avoir des plans de qualité et sécuriser cette production. Et puis un 5e axe, bien sûr, quand on parle solutions, etc., on est obligé de prendre en compte l'aspect économique de ces solutions, mais aussi la composante organisationnelle dans une exploitation, comment on met tout ça en marche. Donc cette 5e axe sur les leviers socio-économiques qui est tout aussi important que les autres pour mieux lutter contre les dépérissements. Donc quand on regarde un peu dans le rétroviseur, aujourd'hui entre 2017 et 2019, c'est 21 projets de recherche qui concernent l'ensemble de ces axes qui ont été lancés. Donc c'est 6 millions d'euros mobilisés. Il y en a 70 équipes de recherche mobilisées dans toute la France. Donc ça peut aller de l'INRA, des universités, mais également du CNRS. Et en parallèle, on a aussi lancé, et c'est l'objectif du futur du plan, des programmes de transfert. Donc le but est d'avoir des programmes de recherche, bien entendu, pour améliorer les connaissances et aller chercher des solutions. Mais c'est aussi comment on met en œuvre ces solutions sur le terrain, comment on fait en sorte que les vignerons puissent aussi discuter avec les chercheurs et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens et de la même façon. 2020, un nouvel appel à projet, celui-ci un peu différent des autres. On était vraiment sur des programmes très orientés recherche avec des axes très définis.
Là, on a été chercher des compétences qu'on n'avait pas encore au sein du plan, donc des compétences en sciences sociales, en économie aussi, pour aller vers plus cette partie transfert, cette partie comment la mobilisation vigneronne peut être mise en marche et mise en parallèle, mais aussi en co-construction avec l'ensemble de ces programmes de recherche et cette recherche. Comment on fait en sorte que des solutions qui émanent de la recherche, mais qui ne sont pas forcément encore appropriables par les vignerons, peuvent le devenir en prenant en compte l'ensemble des contraintes économiques, sociales et autres d'une exploitation viticole. J'en ai pas encore fini pour ma partie, je pensais, mais j'en ai encore un petit peu à vous raconter. Donc un plan national, mais avec des mobilisations un peu régionales et certaines emblématiques. Donc je vais vous en présenter deux. Donc une avec la pépinière viticole. Donc ça avait été dégagé initialement comme un axe prioritaire. Une relation pépiniériste-viticulteur qui n'existait pas ou qui était même très mauvaise. Donc comment faire en sorte que ces deux familles se parlent à nouveau et puissent co-construire ensemble le vignoble de demain. Donc ça a été une des priorités de ce plan dépérissement, c'est l'ambition 2. Christelle vous détaillera après l'ensemble des ambitions qu'on a mises en place. Donc une instance nationale mise en place. Aujourd'hui, toute la production de plants est gérée dans le cadre du plan national. Donc on a autour de la table la pépinière viticole, mais les prémultiplicateurs également, toute cette grande famille de la multiplication française. Donc, en premier objectif, améliorer la qualité des plants. Donc, la création de la marque Vitipeps pour garantir l'origine française et une certaine qualité des plants de vigne pour les vignerons. Donc, vraiment un engagement de la pépinière vis-à-vis des vignerons, mais également dans le sens inverse. Une partie aussi de toute la sécurisation sanitaire de la prémultiplication. On ne va pas se le cacher, mais aujourd'hui, avec l'avènement et toutes ces maladies émergentes, la prémultiplication française est forcément mise en danger. Donc comment on anticipe ces crises et comment on peut créer une production, une prémultiplication surtout hors sol et en serre. Donc c'est des choses qui s'anticipent et qui se préparent. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec des spécialistes aujourd'hui du travail de serre, un travail qui n'avait pas forcément été abordé auparavant. Et puis bien sûr avoir en tête quel est le besoin aujourd'hui d'au bassin. Tout à l'heure, on l'a évoqué, on a besoin de certains clones, etc. Donc, c'est toujours avoir en tête qu'est-ce qu'ont besoin les viticulteurs aujourd'hui et demain pour construire en fait tous ces programmes et faire en sorte que ça correspond à la demande du terrain. Donc quelques chiffres, je l'ai mis là, mais on constate que le parc de vignes-mères de Greffon, je vous disais tout à l'heure, en 10 ans, on a perdu un quart des vignes-mères de Greffon. Aujourd'hui, on a un peu endigué, et même on a permis de freiner cette disparition des vignes-mères de Greffon avec un programme de plantation assez important de ces vignes-mères, et on a regagné depuis 5 ans 20% de cette surface de vignes-mères. Une deuxième initiative, donc là c'est dans une autre ambition, c'est l'ambition 1 qui avait pour grand objectif de remettre le viticulteur au cœur de la lutte. C'est pas de le remettre, mais faire en sorte qu'il soit l'acteur principal aussi, qui participe à cette grande lutte. Donc on a eu ce qu'on appelle des réseaux de viticulteurs acteurs qui ont été mis en place. Je vous détaillerai après les résultats qui ressortent de ces programmes. Donc c'est un programme, on a eu les groupes mobilisation innovation vigneronne, ils sont toujours en cours de route, avec, pour ce qui vous concerne, dans le département du Gard, un groupe. Donc c'est des groupes de vignerons qui, un peu à l'image des groupes défis, réfléchissent entre eux à les solutions qui pourraient être mises en place contre le dépérissement. Donc l'avantage, c'est ces vignerons sont aussi aux premières loges pour discuter avec les chercheurs. Donc dès qu'un chercheur peut avoir une solution, nous on va lui dire, voilà, on a un groupe de vignerons dont la thématique de travail est en lien avec ce que vous faites. Donc ça serait bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute ensemble afin de recadrer les programmes de recherche, mais aussi de permettre aux vignerons d'avoir les infos sur ce qui existe dans la recherche, mais aussi pouvoir, eux, proposer aussi leurs solutions. On sait que l'innovation vient aussi du terrain. Chaque vigneron fait des petites choses dans son coin et ces groupes sont aussi là pour se dire que des petites solutions mises les unes
à côté des autres, peuvent apporter une grande solution derrière. Donc voilà ces groupes. On en a d'autres aussi qui se constituent actuellement autour de l'enroulement, du cornouer, des maladies du bois, mais chacun a une thématique assez spécifique et travaille autour, et on en a un peu dans toute la France. J'en ai fini un petit peu pour les aspects nationaux. Je vais laisser Christelle sur les aspects régionaux. Donc moi, pour poursuivre, on va aller plutôt, je vais vous donner des exemples de ce qui se fait donc en région sur ce plan de dépérissement. Je ne donnerai pas de résultats parce qu'on a pas mal de projets de recherche qui sont en train de s'achever, et j'espère pouvoir exploiter, enfin vous faire exploiter les résultats dans les années à venir. Et puis après, donc, le groupe MIV dans le Gard, de toute façon, Anastasia présentera les résultats par la suite. Alors, déjà, on a 4 ambitions pour un seul objectif, qui est donc la lutte contre le dépérissement des vignobles. Donc, aussi bien d'un point de vue longévité que productivité. Je ne parlerai pas de l'ambition 2 qui est sur les pépinières, puisqu'Anastasia vient de vous en parler. Je vais plus m'axer, vous parler brièvement de la place du viticulteur au cœur de la lutte, de tout ce qui est les collecter des observations, et puis de la recherche. Donc, la mobilisation, Anastasia vient de vous en parler, je ne vais pas plus loin, juste pour vous redire qu'il y a un groupe qui existe depuis le premier appel à projet, donc, qui est dans le Gard, dans le nord de Gard. Il est avec Interrhône. Et qu'actuellement, d'ailleurs, ce groupe se repositionne sur les nouvelles appels à projets qu'il y a eu en 2020. Un autre point qui est la formation. Donc il y a une offre de formation qui existe. Il faut savoir qu'au sein du groupe, même au niveau, je dirais, donc, de l'APCA, il y a des formations qui ont été proposées pour former les conseillers. On a fait appel donc à des experts, des chercheurs, il y avait un co, pour permettre une montée en compétences des conseillers sur la problématique donc, des dépérissements du vignoble. Plusieurs formations ont été faites sur différents bassins, et notamment donc, le bassin Languedoc, avec une formation bien spécifique pour le Roux et pour l'Aude, pour les conseillers. Parallèlement, et à partir de là, le fait qu'on puisse faire monter en compétences des conseillers, c'est aussi pour pouvoir par la suite proposer des formations auprès des viticulteurs, dans les différents catalogues, dont on parlait tout à l'heure, dans le catalogue de l'Aude notamment. Et donc là, les 3 chambres du bassin Languedoc se sont positionnées et proposent donc des formations. Un point qui, cette action-là, je voulais vous la faire parce que la flavescence dorée, Anastasia vous l'a dit, c'est un problème donc très important pour le vignoble qui est très prégnante sur notre bassin, parce qu'on a à peu près 200 000 hectares qui sont touchés par la flavescence dorée sur les 237, un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un facteur important. L'action dont je vous propose n'est pas labellisée plan national dépérissement des vignobles, mais j'aimerais quand même vous en parler un petit peu, puisqu'elle a été mise en place dans l'Aude par la FEDON, grâce à des financements du département de l'Aude, et c'est pour tester donc la prospection, qui est un élément important dans la protection contre la flavescence dorée, je dirais, via des drones et une entreprise chouette. Alors là, je vous parle drone. Sachez qu'on réfléchit pour mettre en place des experts avec des caméras embarquées sur les machines à vendanger, et que ça a déjà été testé dans les Bouches-du-Rhône, mais il y a encore l'algorithme à travailler. Donc la première année, c'était donc en 2019, avec une assez bonne détection donc, de la maladie qui a été faite. Ça n'a été fait que sur des cépages rouges pour l'instant. Et il faut avouer que ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, puisque ce qui avait été observé, c'est qu'il y avait donc des cépages qui étaient atteints. Quand ils allaient vérifier sur le terrain, en fin de compte, ce n'était pas de la flavescence dorée. Donc, c'est positif quand même, parce qu'il y a une détection comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas bien sur la parcelle du vignoble. Après, il faut quand même aller vérifier pour si c'est de la flavescence ou non. Et après, c'était encore à améliorer. C'est le problème donc, du parcellaire quand il est un peu en coteau avec le drone, c'est pas évident du tout. Et également, quand le parcellaire est bien morcelé, il faut avouer qu'il y a aussi encore quelques difficultés. C'était la première année, tout est en train de se caler, mais enfin j'espère.
Et je sais qu'en 2020, cette action se poursuivra pour proposer donc des solutions par la suite. Et en parallèle, il va y avoir les caméras sur les machines à vendanger. Voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire pour souligner ce travail, puisque on essaye vraiment de trouver des solutions pour la flavescence dorée. Et pareil, au niveau de la recherche, il y a des actions qui ont été proposées concernant la flavescence dorée. Concernant l'ambition 3, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est la collecte de toutes les données pour mieux gérer et anticiper. À ce jour, donc, il y a tout ce qui est enquête des pratiques culturelles qui sont réalisées par les services statistiques de la DRAF, qui nous permet de voir ça. Les réseaux d'épidémiosurveillance qui existent dans toutes les régions. Mine de rien, nous sommes dans les protocoles nationaux, donc nous sommes obligés donc, de faire des observations et de saisir dans nos outils de saisie des données sur l'évolution des maladies du bois. Ça remonte après au niveau national. Il y a des preuves de concept qui fonctionnent, donc, notamment sur la lutte contre les tordeuses de la grappe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé en Gironde. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est flavescence dorée par caméra, même s'il faut encore perfectionner les outils. Et je pense que tu en parleras, qui est l'outil d'auto-évaluation sur le dépérissement des vignobles. Également, donc, des réflexions sur des infrastructures de données géographiques opérationnelles d'un point de vue national. Et puis voilà. Alors, je ne les ai pas cités là, mais il faut savoir que Anastasia vous a dit qu'il y avait un appel à projet en 2020. Au sein donc de la région, donc Chambre d'agriculture, IFV, se sont positionnés sur la partie, je dirais plus transfert. Et notamment, il y a donc 2 actions qui sont proposées en appel à projet, qui pourraient rentrer dans cette ambition 3, puisque l'objectif de ces projets, c'est de pouvoir collecter tout ce qui s'est déjà fait auparavant. Alors, je vais dire aussi bien sur les maladies du bois. Et je pense que d'ailleurs, si à l'époque on avait eu un plan national dépérissement des vignobles, tous les travaux que vous ont cités tout à l'heure, Nathalie, sur le dépérissement de la Syrah en ferait partie. Donc collecter tout ça pour pouvoir en faire ensuite des livrables, une sorte de base de données, et des livrables à l'attention bien sûr et des conseillers et des viticulteurs. Donc là, on est en train j'appelle ça concourir, j'espère que ça pourra passer. Et que ça rentrerait dans l'ambition 3. Ensuite, en termes d'ambition 4, donc 3 appels à projets, 5 axes de recherche, une multitude de projets, donc très recherche, qui sont cités ici, je ne vais pas m'étendre dessus. Et là, donc, c'est au niveau donc, de tout ce qui est France. Donc, je vous disais, de flavescence dorée, il y a deux projets, donc Coact et Risca. Et puis après, notamment aussi sur les virus, on voit apparaître des projets. Alors, ici, on regarde ce qui s'est fait donc, au niveau du bassin viticole Languedoc-Roussillon. Il y a donc plusieurs projets portés par l'IEV et par l'INRA. Ça c'est quoi? Ça c'est la gauche. Ce sont les porteurs des projets. À droite, dans le petit carré, ce sont tous les partenaires. Donc vous voyez qu'il y a donc des projets qui sont sur tout ce qui est la longévité du vignoble, avec longue vie, par exemple. Le chef de projet, c'est l'IFV, c'est Marion, voilà, merci. Donc avec des partenaires, donc des chambres d'agriculture de l'Hérault, du Gard. Il y a Tradévi aussi, par exemple, sur le dépérissement des vignobles, avec l'INRA de Montpellier, Narbonne, avec un lycée agricole, avec des chambres. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de partenaires qui sont impliqués dans la R&D. À ce jour, vous dites c'est bien, mais on n'a toujours pas de résultat. Mais c'est que de 2017, il faut au moins 3 ans, et on arrive à la fin. Donc on espère pouvoir organiser d'autres types de réunions de ce style pour, en 2021 et 2022-2023, pouvoir vous donner donc des résultats, des pistes. En 2018 et 2019, on continue donc sur les appels à projets. Donc tous sont portés par l'IFV en collaboration, alors j'irais un peu plus restreinte en termes de partenaires, donc Chambre et puis Sud Vin Bio. D'ailleurs, vous retrouvez, on retrouve un petit peu, je dirais, les partenaires
qui sont présents ce matin. Donc, toujours sur de nouveau sur la flavescence dorée. Et puis, et puis surtout, tout à l'heure, je crois que c'est Anastasia parlait du GPGV, donc, qui est un virus qui arriverait. Voilà. Donc déjà, il y a les équipes qui sont en place pour essayer de travailler là-dessus et vous apporter des solutions. Un autre projet, c'est Ginsimp, concernant le Cournoué, puisqu'on pensait un peu... Enfin, c'est vrai que la thématique Cournoué est revenue pas mal, je dirais, cet été, quand on a commencé à potasser les projets. Et donc voilà. Je vais vous parler également donc, de pouvoir restituer ces projets. On a répondu également au niveau... Donc, je ne les ai pas écrits parce que on a déposé les projets tout récemment, ce n'est pas encore acté, donc, mais bon... Sachez qu'au niveau du bassin Languedoc, on s'est positionné également sur des journées qui seraient dédiées donc à la transmission donc de ces résultats, ce qu'on a appelé entre nous le PNDB Tour. Donc, si tout se passe bien, on pourrait proposer déjà ce type de journée, même configuration que nous avons là actuellement, avec les mêmes partenaires d'ailleurs, sur les résultats du plan de dépérissement des vignobles en 2021-2022. Nous sommes positionnés. Donc voilà pour ma partie. Et je repasse la parole à Anastasia pour des exemples beaucoup plus concrets. Très rapidement, quelques exemples. Comme l'a dit Christelle, on a une multitude de projets, donc 21 qui ont été lancés, 9 en 2017. Comme vous l'avez vu, c'est des projets nationaux, mais dans ces projets, on a à chaque fois insisté pour qu'on ait des partenariats régionaux, voire départementaux, afin de bien prendre en compte cette problématique locale et avoir des relais pour demain la diffusion des résultats sur le terrain. Donc, deux choses que je vais vous présenter. Dans un premier temps, des résultats aujourd'hui qui émanent de ces programmes de recherche, donc des plaquettes qui ont été construites, etc. Et d'un autre côté, des résultats qui émanent de nos groupes de travail de vignerons, donc ces groupes de viticulteurs acteurs, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui. Donc des résultats sur des programmes de recherche. Donc là, le programme de recherche Origine. Donc c'est un programme assez emblématique pour nous dans le plan dépérissement. C'est le programme qui a pour ambition d'améliorer la qualité du matériel végétal, des plants de vigne. Donc aujourd'hui, grâce à des apports de l'imagerie, donc c'est quelque chose une compétence qu'on a été chercher, ça n'existait pas auparavant. Donc c'est en mettant cette imagerie, quand on regarde des plans dans des scanners, dans des IRM, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Donc on a pu, grâce à ça, développer le tri des plants, donc avec un développement de la pousse, regarder le nombre de racines, aller bien au-delà de ça, regarder clairement quel était l'aspect de la soudure. Donc regarder ces plants, on sait que dans une pépinière, on va en garder une partie, les autres on va le rejeter. On parle par exemple du test du coup de pouce. Donc dans la partie de ceux qui sont gardés, est-ce que ils sont tous viables? Ils ont l'air tous viables avec le coup de pouce, mais est-ce que réellement la soudure tient ou pas? Donc c'est cet apport qu'on a eu avec les rayons X, c'est de s'apercevoir qu'en fait il y a une troisième catégorie qui intervient, une partie des plants aujourd'hui qui sont gardés, mais dont la soudure n'est pas complètement réussie. On a souvent des soudures réussies aux 3/4, voire à la moitié, qui résistent au coup de pouce, mais qui derrière ont potentiellement plus de mal à reprendre sur le vignoble et sur le terrain, parce que la soudure n'est pas complètement faite. Donc c'est l'apport de cette imagerie qui nous a permis de mettre en exergue ça. Donc ça a été un travail assez long et fastidieux, parce que c'est des outils aujourd'hui initialement qui n'étaient pas faits pour regarder des plants de vigne. Donc il y a eu un gros travail réalisé par les chercheurs pour adapter cet outil aux plants de vigne. Et aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est automatique et qui permet de passer des plans en série, mais c'est les futurs objectifs des chercheurs, c'est d'avoir un matériel à disposition des pépiniéristes pour passer ces plans en série, afin de vraiment avoir un tri qui soit le plus fin possible et permettre une qualité des plants derrière fournie aux vignerons la meilleure possible. Donc ces travaux-là, ils sont résumés dans une plaquette. Donc c'est une fiche technique qui est disponible sur le site du plan. Donc n'hésitez pas à y aller. Le site du plan, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui devenu un vrai centre de ressources. On a pratiquement 500 fiches techniques à disposition. Donc certaines plus à disposition des conseillers, mais une autre partie à disposition des viticulteurs. Ça se veut
un référencement de tout ce qui existe aujourd'hui au travers des dépérissements, et cette fiche technique qui émane de ce projet de recherche origine est disponible sur le site. D'autres exemples de fiches techniques, donc on a en parlé tout à l'heure de la flavescence dorée. Donc là, c'est issu du programme COACT, programme coordonné par l'INRA de Bordeaux sur la flavescence dorée, donc qui a pour ambition de mieux connaître la flavescence dorée, donc les différentes souches responsables de la flavescence dorée, mais aussi comment on gère mieux la lutte de façon collective, mais aussi comment on implique les parties prenantes, les riverains dans cette lutte collective. Donc deux fiches techniques, une sur la gestion des vignes non cultivées, donc des réservoirs potentiels de flavescence dorée, donc comment on les gère et comment on les met en place, comment on met en place une lutte collective, et une autre sur la sensibilité de la flavescence dorée de certains cépages, donc les porte-greffes, mais aussi les cépages. Donc il y a eu un travail de génotypage qui a été fait sur l'ensemble des cépages pour caractériser la sensibilité des cépages et des porte-greffes cépages. Donc pareil, plusieurs fiches qui sont disponibles sur le site du plan dépérissement. Donc c'est les premières fiches qui émanent de ces programmes de recherche, programmes de recherche qui ont été lancés en 2017-2018. Le temps de la recherche est malheureusement un peu plus long que ce qu'on espère à chaque fois, qu'on a besoin de solutions assez rapidement sur le terrain, mais il faut laisser le temps à la recherche. Donc, pour l'instant, une petite série de fiches techniques, mais on a bon espoir que courant 2020, on en ait de plus en plus. On a fixé comme objectif d'avoir en juin, au moment d'un séminaire professionnel, une vingtaine de fiches issues de ces programmes de recherche pour les vignerons, pour les conseiller et pour les aider dans leur travail au quotidien. À côté de ça, on a aussi développé des outils, donc des outils là directement disponibles pour les vignerons, donc toujours disponibles sur le site internet, donc 2 outils web. Ça part tout seul. Est-ce que j'ai du son ? Non. C'est pas grave, tant pis. Donc 2 outils. Un outil qui est une web formation, donc avec plusieurs modules pour reconnaître des symptômes, pour quelles sont les bonnes pratiques vis-à-vis de certains dépérissements. Donc c'est assez simple à suivre. Les modules peuvent se faire indépendamment les uns des autres, mais il ne faut pas hésiter à aller sur le site, elle est ouverte à tous. Et un autre outil, donc là vraiment pour les vignerons, pour auto-évaluer leur vignoble. Donc regarder l'état de leur vignoble vis-à-vis du dépérissement, et qu'ils ont un vignoble très dépérissant ou moins dépérissant, et c'est comparé par rapport à des exploitations qui sont dans votre bassin viticole en fait. On a créé un algorithme qui nous permet de ça, donc savoir si par rapport aux exploitations de notre région, comment on se situe, et avec derrière des solutions mises en exergue. On va regarder la vidéo sans son, mais ça va le faire. Je vais peut-être un peu commenter la vidéo. Voilà, 4 modules interactifs, donc avec différents supports, des vidéos, des fiches techniques, des questionnaires, pour vraiment varier les supports et avoir une formation accessible et assez ergonomique. Donc plusieurs modules, voilà, vous les voyez défiler, comment mieux surveiller son vignoble, et un module 4 sur les bonnes pratiques, donc le module souvent le plus fait, donc, comme je l'ai dit, des exercices ludiques à destination des vignerons sur la connaissance, est-ce que ce qui a été mis dans la formation est bien approprié par les vignerons. Et puis ce deuxième outil d'auto-évaluation. Donc là, en plusieurs étapes, il faut une petite dizaine de minutes pour remplir les différents questionnaires, qui nous permet à la fin d'avoir un état des lieux sur la situation de son vignoble. Je vais rapidement passer à la suite, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je pense que c'est parfait. Donc là, des résultats qui émanent plutôt des groupes de vignerons. Donc tout à l'heure, on a vu les premiers résultats de la recherche, il y en aura d'autres qui vont suivre
et on viendra régulièrement vous en faire part de ces résultats-là. Donc là, des résultats qui émanent plus des groupes de vignerons qui ont été mis en place. Donc on part du constat que sur le terrain, il y a aussi des bonnes initiatives, des idées qui peuvent être partagées et qui sont peut-être bonnes à partager. Donc là, c'est une idée d'un vigneron de Chinon, donc en Val-de-Loire, donc il s'appelle Boris Desbourdes, vous avez sa petite bobine à droite là. Donc il est parti d'un constat, lui, que lorsqu'il faisait de la complantation, lorsqu'il mettait des jeunes plants sur son vignoble, il avait une concurrence racinaire qui est constatée, mais il s'est dit il y a peut-être aussi une concurrence lumineuse en fait. Peut-être que les cèpes qui sont à côté, qui sont âgés, font de l'ombre à ces jeunes plants qui va complanter, donc, et qui les empêche de pousser. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à mettre en place pour éviter cette concurrence lumineuse ? Donc c'était ça son constat, et en fait la solution toute simple, c'est qu'il s'est dit je vais attacher la végétation des plants autour de ces jeunes complants avec du raffia. Donc il les a attachés avec du raffia, et je vais comparer, je vais séparer mes parcelles en deux. Je vais voir sur une parcelle, je vais faire cette technique-là, je vais attacher les anciens plants, les plants âgés, avec du raffia pour éviter qu'ils aient une ombre trop importante sur le jeune plant, et dans une autre partie de la parcelle, je ne vais pas le faire. Et il a été regardé après la longueur, avec un conseiller bien sûr, la longueur de ces plants et aussi le taux de reprise de ces plants, est-ce qu'il y avait des différences significatives. Donc la première année, il l'a fait chez lui sur 2 parcelles, il était plutôt satisfait des choses. Donc l'avantage de ces groupes, avoir des groupes sur l'ensemble du territoire, c'est que cette idée, elle s'est un peu fait son chemin, et donc on a eu en 2019 14 parcelles réparties dans toute la France avec la mise en place de cette expérimentation, la création de puits de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a appelé, pour réduire l'ombre portée des ensembles. Donc on a des résultats aujourd'hui assez parlants, des taux de reprise plus importants, donc 91,3% dans les parties des parcelles avec des puits de lumière, contre 75,4% dans les parties témoins, donc des résultats, je ne l'ai pas mis forcément ici, mais parce que c'est pas forcément mes résultats, donc, mais qui sont significatifs, et avec des hauteurs de végétation aussi assez significatives entre ces 2 parties de parcelles. Donc voilà, c'est des idées aussi qui viennent du terrain, qui sont facilement appropriables par d'autres vignerons et qui peuvent derrière nourrir aussi des questions de recherche pour notre communauté de chercheurs dépérissement. Dans la même chose, d'autres résultats. Donc là, on est toujours en Vallée de la Loire, donc on est à Saumur-Champigny, donc une expérimentation sur le regreffage. Voilà un peu la parcelle. Donc le vigneron, il a comparé sur une de ses parcelles. Il a fait trois parties, donc une partie où il a laissé ses plants. En fait, il a rien fait. Il a laissé une partie dépérir, une partie où il a complanté, et une autre partie il a regreffé. Donc il a comparé le poids moyen de chaque baie à chaque fois, donc entre les normaux, les complants et les regreffés. Donc on s'aperçoit que lorsqu'on a des plants regreffés, on a quelque chose qui est assez équivalent à des normaux, contrairement aux complants. Et la même chose, il a été regardé le poids moyen d'une baie, donc ça c'est dès l'année suivante. Donc il s'est aperçu qu'il avait une augmentation du poids moyen d'une baie de 40%. Donc la solution de regreffage apparaît comme quand même une réponse à certaines problématiques de dépérissement, notamment en Val-de-Loire face aux maladies du bois. Et on a toujours la même chose avec le poids moyen des grappes, où sur la partie regreffée, on est comparable à des plants normaux, à l'inverse de complants forcément qui mettent beaucoup plus de temps à revenir en production. Donc c'est des solutions comme avec le curetage qui permettent un retour en production beaucoup plus rapide et avoir des pertes beaucoup moins importantes de production. La même chose avec le nombre de grappes, qui est assez équivalent. Deuxième, on a les mêmes choses, je le dis, mais sur le curetage. En fait, là, je ne les ai pas présentés, mais les résultats de curetage sont exactement les mêmes. On a un retour en production au niveau du curetage qui se fait dès l'année N+1. Une autre expérimentation, là, toujours avec ces groupes mobilisation et innovation vigneronne. Donc là, c'est sur une partie recépage et incision. Donc l'idée du vigneron était, il avait souhaité recéper le maximum de pieds sur sa parcelle. Donc il s'était dit en 3 ans, je veux recéper le maximum de pieds. Qu'est-ce qui serait le plus simple ?
à faire, comment répondre à cette problématique-là. C'était une parcelle à forte valeur ajoutée dans laquelle il voulait pas arracher, mais il voulait la préserver et permettre d'avoir une production un peu plus importante. Donc il est parti d'un protocole où sur un rang complet, il a fait une marque à chaque côté de la base d'un tronc et l'autre côté sans marque pour savoir est-ce que cette incision avait des conséquences sur le recépage. Hop, si je vais trop vite. Donc ce qui s'est aperçu, c'est qu'il y avait une fréquence d'augmentation des pampres de plus de 94%. Donc dès l'année 1, il pouvait pratiquement recéper l'ensemble de sa parcelle grâce à cette incision qui provoquait la naissance d'un pampre. Néanmoins, c'est quelque chose qui doit se reproduire aussi parce que c'est pas parce qu'on a une incision qu'on a un pampre qui démarre que le pampre est bien placé et forcément va permettre un recépage systématique. On arrive aujourd'hui à la 2e année et il a recépé plus de 80% de sa parcelle en 2 ans. Donc ça lui a permis de valoriser une parcelle qui avait une forte valeur ajoutée sans avoir à l'arracher et derrière avoir une production qui n'avait pas forcément diminué. Donc, parce que le recépage permet d'attendre que le pampre soit en production pour séparer l'autre partie. Donc voilà, c'est certaines solutions aujourd'hui qui émanent des programmes de recherche mais aussi du terrain qui permettent aux vignerons de lutter efficacement contre les dépérissements. Et vraiment, le but du plan dépérissement, je me répète, mais c'est faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens. C'est ces 2 communautés, chercheurs, vignerons, mais également conseillers, puissent travailler ensemble, puissent se rencontrer, puissent échanger, et qu'on arrive à des solutions communes, co-construites. On l'a construit aussi dans ce but-là, pour ne plus que chacun travaille de son côté et qu'on n'arrive pas à vraiment des solutions réelles pour les vignerons sur le terrain. Et j'en ai fini, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.